Eh bien, écoutez, on va reprendre avec la deuxième table ronde de cet après-midi. Donc, trouver sa place dans la société avec l'épilepsie. Donc, après avoir parlé du moment du diagnostic et de cette période un peu d'apprentissage, place maintenant à une autre étape, vivre avec la maladie au quotidien, à l'école, dans les activités sportives, dans les projets d'avenir également. Et pour introduire ce second temps, on va d'abord donner la parole à Gaspard, que je vais inviter à nous rejoindre. Gaspard a 23 ans, il est étudiant et il souffre d'une épilepsie pharmacorésistante depuis ses 14 ans. Gaspard, je vous laisse la parole et la place. Merci. À 15 ans, un ami m'envoie un message. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, ça ne sert à rien de venir, tu vas t'ennuyer. J'ai pris un gros coup derrière la tête ce jour-là. Je pense que c'est la première claque que je me suis prise, parce que cette claque a directement touché mon quotidien. Mais je suis conscient qu'il ne savait pas ce qu'il disait. D'ailleurs, aujourd'hui, presque 10 ans après, c'est l'un de mes meilleurs amis. Je vais ensuite vous parler d'autres moments qui m'ont changé, mais dans les autres situations, on peut toujours s'adapter, revoir les objectifs. Mais ici, on ne peut pas s'inviter à une soirée. Ça peut paraître tellement futile comme situation, mais c'est la première fois que j'ai compris qu'on ne me voyait plus comme Gaspard, notre pote depuis la 6e, mais Gaspard, notre pote malade. Bref, à 15 ans, on venait de me faire comprendre que je ne serais plus jamais comme les autres. Mais la vie avance. On vit d'abord un temps en soirée sans boire d'alcool, puis le fait de vouloir rentrer dans le moule nous rattrape. Alors on commence par une bière en se disant, avec une crise par semaine, est-ce que ça peut vraiment être pire? Et puis ça ne s'arrange pas. Je vais peut-être faire grincer les dents des neurologues dans la pièce, mais je crois que ça va. Je fais beaucoup moins de crises depuis que je bois de l'alcool très récemment, en études supérieures. En parlant d'études supérieures, je ne suis pas arrivé là sans encombre. Pour reprendre depuis le début, je voulais rentrer dans le GIGN ou dans l'armée. Neurologues et épileptiques de la salle auront rapidement compris que le port d'une arme, ce n'est pas forcément très safe, que ce soit pour moi ou pour vous. Donc, j'ai dû me réinventer. Je me suis intéressé au métier d'avocat toujours dans l'idée de défendre, mais cette fois-ci en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et j'avais également la passion de la politique, pour les mêmes raisons, mais aussi parce que je trouve qu'il est important de défendre ses idées. Une fois ces nouveaux choix faits, cette nouvelle passion découverte, il a fallu la mettre en pratique. Alors arrive le lycée, une seconde qui se déroule plutôt bien. Je ne vais pas vous sortir mon bulletin, mais mes professeurs semblaient plutôt contents. J'arrive ensuite en première, et là les crises reprennent de plus belle. Des crises chaque semaine, un traitement qui fatigue. J'aurais voulu prendre l'arme du militaire que je voulais devenir pour tirer sur cette maladie, mais elle m'avait désarmé depuis des années. J'ai dû me construire une nouvelle arme que je conseille à chacun d'entre vous. Cette arme, elle s'appelle la famille. J'ai eu la chance d'avoir une famille extrêmement soudée autour de moi. Une mère qui a quitté son travail pour pouvoir venir me chercher, souvent plus vite que les pompiers quand je faisais une crise, qui n'a jamais manqué un rendez-vous médical, et il faut savoir que les rendez-vous étaient mieux préparés que ses cours quand elle était prof de biochimie, avec des graphiques, des tableaux Excel et un classeur grand comme ça. Je pense que mon neurologue au fond de la salle pourra le confirmer. Ça a toujours été plus compliqué pour mon père car il a beaucoup de travail, mais il a toujours été là. Mes 3 frères m'ont beaucoup protégé. J'ai très vite été le centre de l'attention. Je vous décris tout ça en vous disant qu'ils ont été magnifiques. Et c'est vrai, je ne saurais jamais comment les remercier. Mais ça n'a pas forcément été si simple. Mon petit frère a perdu sa place de petit dernier du jour au lendemain, en me retrouvant convulsant dans ma chambre un matin d'été où l'on devait partir en vacances. Il s'est alors effacé. Petit, il était le clown de la famille.
Aujourd'hui, c'est le réservé. Je ne sais pas quelle place l'adolescence a eue dans ce changement, mais nul doute que mon épilepsie a eu sa part. Le second trouve toujours les bons mots. J'ai donc toujours pu parler assez aisément avec lui et il ne me fait jamais ressentir comme le Gaspard épileptique. L'aîné est quant à lui de nature très protecteur, ça n'a donc fait que s'intensifier, mais il habite à l'étranger depuis que je suis épileptique, donc ça n'a jamais vraiment été un sujet. Avec cette arme à mes côtés, j'ai dû faire face à un emploi du temps aménagé en première qui s'est soldé par un redoublement. Jamais simple quand votre frère a 1 an de moins, donc j'ai également changé d'établissement. Les 2 années qui ont suivi se sont passées très correctement d'un point de vue scolaire, mais en dents de scie d'un point de vue maladie et d'un point de vue psychologique. Le redoublement m'a obligé à me faire de nouveaux amis, ce qui n'est pas simple quand tu n'es pas comme les autres. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir un peu plus en soirée. Arrive Parcoursup. Tout se passe bien, je suis pris à Assas. Mon nouveau rêve de devenir avocat n'a jamais été aussi proche. Et puis, patatras. Je commence mon année pleine d'espoir, mais rapidement, je fais au moins une crise par semaine. Mais il faut aussi rendre dissertation et commentaires d'arrêt sur commentaires d'arrêt. Mais c'est pas si simple que quand on n'arrive pas à suivre, quand on fait des crises toutes les semaines. Au bout de 3 mois, ce nouveau rêve explose à nouveau. Alors, il faut se réinventer. Je vous avais parlé de la politique un peu plus tôt. Eh bien, je me suis accroché à cette dernière passion. Mais comment y arriver avec un rythme si compliqué ? Eh bien, je suis allé dans une école privée, l'ISCOM, qui se concentre plus sur la pratique que la théorie. Donc des travaux de groupe et des stages plutôt que des dissertations chaque semaine. C'est plus simple de pouvoir se reposer sur ses amis pour un oral. Et dans le monde professionnel, ça ne pose pas tant de problèmes, même si une fois, je n'avais pas prévenu mon tuteur de stage que j'étais épileptique afin d'être traité comme tout le monde. Et malheureusement, j'ai fait une crise au travail et on peut dire qu'il m'a engueulé de ne pas l'avoir prévenu. Autant vous dire que le réveil de la crise a été un peu compliqué. Je suis actuellement en alternance dans un parti politique et ils ont déjà dû gérer plusieurs crises. Et franchement, ça n'a pas été un sujet. L'ISCOM m'a apporté de nouveaux amis et donc des soirées. J'aimerais d'ailleurs vous en raconter une. Un soir, je comptais aller en soirée en région parisienne. Par simplicité, j'ai pris un Uber. J'étais seul. Le trajet se passait très bien quand à mi-parcours, je fais une crise. Le chauffeur m'a lâché dans la salle d'attente d'un hôpital. J'étais seul. Personne n'était venu me voir, personne ne m'avait pris en charge. Je ne savais pas où j'étais, je n'avais pas encore repris conscience. J'étais seul. Ce soir-là, c'est le soir qui a été l'élément déclencheur pour faire ma demande d'avoir un chien d'assistance. Parce que oui, Huffy rend ma maladie visible. Mais il est avant tout un soutien et un soulagement au quotidien. Je ne suis plus seul. C'est parfois compliqué parce que même si techniquement, il peut me suivre partout, il y a certains endroits où il est préférable de trouver quelqu'un pour le garder, donc il y a bien sûr des contraintes à prendre en compte. Mais cela reste un soulagement pour ma famille et moi. Alors voilà, aujourd'hui, c'est ma vie, c'est notre vie. Merci beaucoup Gaspard pour ce témoignage. Alors, juste une petite remarque, quelque chose me dit que tu aurais fait un très bon avocat. Mais bon, voilà. Alors, on va prolonger la discussion avec nos 4 invités qui, chacun à leur manière, donc, accompagnent ces parcours de vie. Christine Cloarec, oui c'est ça, directrice de l'établissement Toularouat, je l'ai bien dit. D'accord. Rosane Morel, ben, je ne la présente plus. Voilà. Marie-Cécile Bury, enseignante spécialisée au CHU de Bordeaux.
et le docteur Frédéric Villéga, neuropédiatre, également au CHU de Bordeaux. Voilà. Donc, on va commencer cette deuxième table ronde. Mais pour rebondir un petit peu sur une question qui a été posée tout à l'heure, on a dit qu'on allait l'évoquer dans cette deuxième partie. En gros, on évoque aujourd'hui, maintenant, cette phase de la maladie où on est, si je puis dire, le mot est mal choisi, je pense vitesse de croisière, parce que c'est jamais une vitesse de croisière de ce que je comprends, mais en tout cas, voilà le diagnostic, et on apprend à vivre avec. Et donc, il y a forcément de la fatigue, de l'épuisement, de la part des patients, mais aussi des familles. Est-ce que le risque, tout à l'heure la question c'était, est-ce qu'il y a un risque finalement de moindre observance? Est-ce qu'on observe ça notamment chez les ados peut-être? Docteur Villéga. Oui, merci pour votre question. J'en profite pour remercier Gaspard pour ce beau témoignage très courageux et qui nous permet de progresser, nous les soignants. Il faut vraiment avoir cet esprit d'entraide soignant-soigné pour mieux comprendre cette maladie un peu injuste qui nous fragilise, qui fragilise les patients. Et effectivement, l'observance est un paramètre difficile à mesurer. Et comme une maman l'a bien signifié tout à l'heure, il faut qu'on se soude les coudes pour lutter contre la mort subite liée à l'épilepsie. Donc c'est un paramètre fort, le manque d'observance du traitement de fond. À la fois en épileptologie adulte et moi dans ma pratique de neuropédiatrie, on ne mesure pas le pourcentage réel du manque d'observance, de l'abstention thérapeutique pour les patients. Je me rappelle d'un épisode où j'avais une consultation classique avec un grand garçon de 17 ans que je connaissais depuis longtemps. Et il m'a dit comme d'habitude qu'il n'avait pas peur de l'épilepsie, qu'il prenait bien son traitement, que tout allait bien. Et à la fin de la consultation, je lui ai proposé de l'interviewer pour un congrès, un colloque. Et donc on a refait un peu la même consultation, mais filmée. Et il a dit tout l'inverse de ce qu'il venait de me dire. Alors j'ai arrêté la caméra. Où était la vérité? Je lui ai dit, mais où est la vérité? Il me dit, vous m'avez dit que c'était pour un congrès. Je me suis dit que c'était important et qu'il fallait que je dise la vérité. Effectivement, j'ai réalisé à ce moment-là à quel point, jeune médecin, je ne mesurais pas comment, moi, médecin, peut-être un peu détenteur de savoir, où je ne pouvais pas avoir un vrai communal avec les patients, être au plus proche d'eux. Et que de ne pas prendre les médicaments, c'est une façon, effectivement, de ne pas vouloir cette maladie, comme l'a dit tout à l'heure Christine Bulto, Nathalie Villeneuve et Sylvie Nguyen. Il y a un côté invisible dans cette maladie épilepsie qui fait que ça altère le quotidien. Christine Bulto parlait des crises, du côté aussi un peu invisible de l'impact cognitif ou sur les apprentissages ou sur la relation. Mais il y a peut-être une troisième dimension, c'est entre les crises, cette espèce d'épée de Damoclès qui rend la maladie à la fois injuste et invisible, mais quand même présente au quotidien. Il fait que ne pas prendre le traitement, c'est une façon de ne pas vouloir que ça existe. Et je pense que dans l'histoire de l'humanité ou de la médecine, c'est vraiment la connaissance qui a apporté la lumière, donc de mieux comprendre la maladie pour les patients. Et en tout cas, de travailler en équipe pluridisciplinaire, pas seulement le médecin, ça permet de rentrer mieux dans le quotidien des patients pour mieux comprendre la maladie, mieux comprendre son impact et démystifier un peu cette prise de médicaments. Mais alors, pour aider un peu les parents qui sont là et ceux qui sont à distance aussi, comment on fait juste, essayer de donner des exemples concrets peut-être de comment aider les parents? Parce que vous, il ne vous dit pas la vérité, probablement qu'il ne le dit pas forcément non plus aux parents. Et puis l'idée, c'est pas tellement de remettre du parent en disant allez, il faut resurveiller et retomber dans l'hypervigilance. Donc on fait comment pour lui garder que l'enfant reste autonome, mais que quand même il prenne son traitement, quoi? Oui, alors on parlait tout à l'heure avec Nathalie Villeneuve d'échanges thérapeutiques et effectivement, le fait d'aider les adolescents, les jeunes adultes à se responsabiliser face à la prise en main de leur maladie et vraiment arriver à obtenir une bonne qualité de vie, se battre pour réaliser leurs rêves, ça leur permet vraiment de prendre conscience que la prise médicamenteuse leur appartient. Et moi, je dis assez vite aux parents, ne faites pas de cette prise médicamenteuse une pomme de discorde. Même quand il est préadolescent, voilà, maintenant, il est assez grand pour comprendre. L'éducation thérapeutique aide à mieux comprendre le cerveau, la prévalence de la maladie aussi. Tout à l'heure, Marion a dit en introduction à quel point cette infection est fréquente, avec 650 000 personnes en France. Quand on le réalise, ça enlève un peu de ce côté un peu injuste, ça nous est tombé dessus. Ouais. Ça peut tous nous tomber dessus quelque part. Et Christine Cloirec, peut-être que vous, de votre fenêtre, donc vous êtes directrice d'un établissement où il y a des enfants épileptiques, est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez percevoir, qu'il y a un enfant qui prend moins son traitement? Est-ce que vous pouvez agir à ce niveau-là? Je me posais la question. Oui, alors on a parlé tout à l'heure des échanges et de l'éducation thérapeutique du patient. C'est vrai que c'est sans doute ça que procure un groupe d'enfants et d'adolescents. Alors c'est vrai que nous, on va accueillir des adolescents qui sont tous épileptiques et on va pouvoir observer des fois cet effet-là où c'est le fait de voir l'épilepsie, de la comprendre chez les autres et du fait que ça ne devienne plus le problème, mais juste une vie entre jeunes.
où là, on va pouvoir parler de ces choses-là, de noter aussi l'incidence, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, sur le suivi des crises, sur comment est-ce qu'on visualise même l'effet d'avoir un oubli médicamenteux. Donc, tout ce travail-là peut être fait avec des soignants, justement, pour apprendre à gagner en autonomie, apprendre à gérer son pilulier, apprendre à gérer justement l'observation des crises pour la transmettre, pour qu'il puisse y avoir un suivi médical en fonction de la variabilité des états, qui est quand même une caractéristique aussi de cette maladie-là, avec une complexité extrêmement complexe. En parler en groupe, ça c'est vraiment un plus. Et là, on a la chance en équipe pluridisciplinaire à Bordeaux avec Marie-Cécile Bury de bénéficier aussi d'une art thérapeute. Et donc on a écrit des chansons pour les petits. Et donc ça a démystifié comme s'ils prenaient aussi un petit peu possession du traitement de leur maladie. D'accord. Et donc à la fois il faut regarder en face la gravité potentielle de la maladie, le risque de mort subite. Et à la fois on peut avoir un esprit un peu de société solidaire, inclusive, où on partage la connaissance pour mieux la comprendre. Et on la démystifie pas, mais on la désacralise en disant que même si la mort subite peut arriver, on regarde les choses en face. Après, on a fait des groupes de théâtre aussi avec des ados où ils ont pu exprimer des choses sur scène. Il y avait 9 adolescents et à la fois ils ont fait du théâtre et à la fois ils n'ont pas forcément parlé de leur maladie. Mais ça, on a bien mesuré que ça augmente l'observance, ça améliore l'observance des patients. Très bien. Alors comme vous l'avez compris, on va beaucoup parler de l'école dans cette table ronde parce que d'abord, voilà, les invités sont là pour ça et puis c'est un élément central de la vie évidemment des enfants et des adolescents. Alors je voulais commencer avec vous, peut-être Rosane. Je rappelle que votre fille a 11 ans. À cet âge, trouver sa place dans la société, puisque c'est le sujet de cette table ronde, c'est beaucoup trouver sa place à l'école quand même. Est-ce qu'elle l'a trouvée actuellement? Elle est, je crois, en 6e, donc en plus c'est une étape importante, c'est le collège. Oui, tout à fait. Elle a bien trouvé sa place en 6e. Alors, la petite particularité de ma fille, c'est que la chance qu'elle a, c'est qu'elle est dans un ensemble scolaire qui fait de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc, en fait, elle est dans cette école depuis la maternelle. Donc, il y a une transmission de dossiers qui s'est fait d'année en année. Et du coup, arriver en 6e, c'est vraiment pas l'inconnu. Les enseignants, enfin, l'équipe pédagogique la connaît grâce aux instituts du primaire. Donc, juste, on va voir comment vous avez fait pour qu'elle fasse sa place à l'intérieur de l'école. Mais elle, vous avez l'impression, vous disiez tout à l'heure, je crois qu'elle n'en parle pas, elle veut être comme tout le monde, quoi, c'est ça? Alors là, évidemment, on arrive dans l'adolescence, oui, donc faut être comme tout le monde, faut surtout pas montrer, puis de toute façon ça se voit pas, son épilepsie ou ses troubles associés. Donc c'est vrai qu'elle peut se mettre une pression à l'école justement pour que ça ne se voit pas. Donc elle a quand même accepté certains aménagements, mais ça n'a pas été facile. Pourquoi, par exemple, qu'elle ne voulait pas? Alors, elle a un outil informatique et en fait, elle a une tablette pour tous ses cours, parce qu'elle a, pour pouvoir écrire et tout, enfin, tout se fait sur tablette. Et puis après, elle a un CESAT qui l'accompagne, donc un ergothérapeute, une orthoptiste, plusieurs professionnels du médico-social qui viennent directement à l'école. À l'école, oui. Voilà, pour faire pour la rééducation. Donc ça, il a fallu le travailler pour qu'elle accepte, puisque ça veut dire qu'elle sort de classe pour avoir cette rééducation-là. Donc ça fait une petite différence. Donc, oui, voilà. Ça rend sa maladie visible, évidemment. Alors, comment vous avez fait, quelles étaient un peu les actions que vous avez menées pour que les enseignants prennent en compte finalement ses besoins spécifiques, parce qu'elle a des besoins spécifiques? En fait, ça a commencé, elle a été diagnostiquée juste avant la rentrée en petite section. Et donc, on a eu ce fameux rendez-vous, on devait signer le PAI. Et du coup, je me souviendrai toujours de ce médecin scolaire qui est parti à la retraite et qui m'a dit à la fin du rendez-vous: surtout, ne parlez jamais de l'épilepsie de votre fille. N'en parlez pas, cachez-le, parce que c'est une maladie qui fait peur. Donc, cachez-le à votre fille? Cachez-le à l'entourage, aux enseignants. N'en parlez pas aux parents, parce que ça va faire plus peur qu'autre chose. Donc, de toute façon, sur le PAI, j'ai marqué convulsion, pas épilepsie, parce que ça fait peur. Moi, ma fille, avec son traitement, ne faisait pas de convulsions. Donc, je dis, mais il n'y a aucune logique dans cette histoire. Et puis, finalement, moi, il ne fallait pas me dire ça, j'ai fait tout le contraire. Alors évidemment, je n'ai pas marqué ma fille est épileptique sur son front, mais je me suis dit que s'il y avait la peur, c'est qu'il y avait la méconnaissance.
Et pour enlever cette peur, il faut communiquer. Donc en fait, chaque année, je prenais rendez-vous avec l'enseignant pour parler des besoins de ma fille et puis sensibiliser à l'épilepsie. Donc en fait, ça s'est fait la première année, voilà, c'était en septembre. Puis chaque année, on faisait un point en fait avec l'enseignant actuel en juin. Ouais. Et l'enseignant futur pour faire cette transmission de dossier et qu'il n'y ait pas ce stress en fait, de la rentrée où l'enseignant a 30 élèves qu'il doit gérer, il apprend qu'il a un enfant avec des besoins particuliers. Donc voilà, on a toujours fait ça en amont pour avoir le temps. D'accord. Mais vous me disiez en préparant ce colloque qu'il ne faut pas attendre que les choses viennent à vous, en fait, pour que... Donc vous êtes allé au-devant des enseignants, au-devant de l'établissement pour expliquer, pour prêcher, prendre votre bâton de maréchal. Mais vous étiez seul ou quand je dis vous étiez seul, est-ce que vous avez trouvé des structures relais, voilà, qui vous ont accompagné ou c'est vous qui avez... Alors moi, je l'ai fait seule parce que voilà, j'étais bien accompagnée aussi par des pères aidants à côté. Et puis, j'ai pu trouver des outils grâce aussi à différentes associations. Et donc, voilà, j'avais mon kit, on va dire, sensibilisation. Et moi, en tant que parent, j'ai fait aussi une recherche de tous les livres qui pouvaient être accessibles que ce soit pour les enfants, pour les instits. Donc voilà, en juin, je prêtais ce kit avec un livre pour les enfants, pour que l'enseignant puisse le lire aux enfants dans la classe, et puis aussi des livres pour les enseignants. Et le premier accueil, c'était quoi? On en a un peu parlé tout à l'heure lors de la première table ronde. C'était la peur en face de vous quand vous prononciez ce mot-là. Quelle était la réaction des enseignants ou du directeur d'établissement? Ça réagissait comment? Alors déjà, la directrice d'établissement dit ok, c'est pas grave, il y a d'autres maladies qui existent, on va faire avec, on va s'adapter, donc il n'y a aucun problème. Donc on a eu cette chance aussi d'avoir un établissement qui a été très ouvert, une directrice qui nous a suivis aussi dans le protocole de notre fille, parce que voilà, il y avait aussi des problématiques de médicaments d'urgence à donner très rapidement, et voilà, elle a accepté tout ça, même de donner le médicament le midi à l'école, ce qui peut être un frein. Tout ça a pu être mis en place parce qu'on a une équipe assez ouverte. Et puis, je dis toujours que j'ai de la chance, mais on m'a dit aussi, mais tu l'as facilité. Tu as facilité cette rencontre, et je pense que faut pas attendre que ça vienne. Ouais. Il faut aller devant pour essayer de. La majorité des cas, quand il y a de la peur, c'est parce que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et puis, moi, à chaque fois au rendez-vous, c'est bon. Vous connaissez quoi de l'épilepsie? Puis finalement, voilà. On leur fait un petit cours avec ce qu'on a, avec nos outils. Et puis, en fait, ils me disent « Ah, mais ok, on va faire avec, on va s'adapter, on va travailler en équipe. » Et je pense que c'est ça le plus important. C'est comme on disait tout à l'heure, où les parents doivent travailler en équipe avec les neuropédiatres, et on doit travailler aussi en équipe avec l'équipe pédagogique. Alors, Marie-Cécile Bury, je rappelle que vous êtes enseignante spécialisée au CHU de Bordeaux. Le témoignage, l'expérience de Rosen, c'est pas un peu la belle histoire? Certes, elle a créé mais elle a eu aussi de la chance quand même. Vous, de votre fenêtre, qu'est-ce que vous voyez? Comment réagit le corps enseignant? Expliquez-nous. Alors, de par ma fonction, donc j'accompagne les familles après qu'un PAI soit mis en place par l'équipe du CHU de Bordeaux. Donc, je rencontre les familles, on échange sur le retour à l'école et je les accompagne dans cette démarche qui n'est pas toujours simple. Je leur propose de les accompagner en contactant mes collègues enseignants. Et effectivement, la plupart du temps, c'est beaucoup de questions, c'est-à-dire et beaucoup d'a priori. Quand on entend PAI, épilepsie, mes collègues me disent « mais moi, je ne sais pas gérer, en fait, ça me fait peur parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire ». Donc c'est quand même la peur qui domine, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est ça quand même qui domine? Il y a quand même, oui, la peur, comme les parents, comme ça a été rapporté sur la première table ronde, la peur de ne pas savoir quoi faire en cas de crise, de mal faire. Donc la peur, les enseignants l'ont, sauf qu'ils sont enseignants, donc ils n'ont pas forcément la connaissance. Après, la médecine scolaire est là pour les accompagner, même si effectivement, je sais que la médecine scolaire est de moins en moins présente, faute de moyens. Oui. Mais les infirmières scolaires aussi peuvent accompagner les parents. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir leur dire comment communiquer, moi de communiquer auprès des enseignants,
sur ce retour à l'école. C'est-à-dire que vous connaissez en plus le monde enseignant, ça vous permet de faire justement le pont entre, de créer le chaînon manquant qu'il peut y avoir entre le monde soignant et le monde enseignant. Parfois, alors effectivement, Rosen est dans cette démarche et il y a aussi une formation. Enfin, elle est capable d'expliquer les choses assez facilement, mais pour certaines familles, c'est compliqué d'aller à l'école et d'expliquer en fait ce qu'est l'épilepsie et quelles sont les répercussions sur la scolarité. Très clairement, c'est en ça que j'interviens et que je peux aider et répondre aux questions des collègues, à avoir une certaine vigilance aussi, à pouvoir rapporter ce qu'ils observent en classe pour qu'ensuite ça puisse être rapporté aux médecins lors des prochaines consultations, par exemple. Alors, pour essayer de bien comprendre, parce que peut-être que certains parents n'ont pas la chance d'avoir un enseignant spécialisé qui fait le travail que vous faites. Donc, vous, ce que j'aimerais comprendre, c'est, puisqu'on parlait de peur, on sait bien que la peur, elle est nourrie par la méconnaissance, parce qu'ils ne savent pas faire. C'est quoi ce que vous faites passer comme message? Qu'est-ce que, voilà, comme information vous faites passer concrètement pour essayer que des parents qui se retrouveraient tout seuls à le faire, ils s'y prennent un peu comment? Ça va essayer de comprendre un peu ça. Alors, en fait, on a créé un outil, entre autres, pour accompagner cette peur de la gestion de la crise épileptique, puisque c'était vraiment la première chose qui ressortait des conversations. C'est comment on fait concrètement, qu'est-ce qu'on fait des élèves, où est le médicament, enfin des choses très concrètes. Donc on avait, avec l'aide du docteur Villega et de l'équipe de TP de Bordeaux, fait une vidéo qui s'intitule « La gestion de la crise épileptique en milieu scolaire », qui a été validée par l'Éducation nationale et aussi par... On a fait le constat qu'il existait quand même pas mal d'outils, des bandes dessinées, des petits tutos sur Internet et aussi beaucoup de films d'animation. Mais on a eu le témoignage des enseignants. C'est tout l'intérêt d'avoir construit finalement au fil du temps une enseignante référente épilepsie qui est Marie-Cécile. C'est un concept qui n'existe pas officiellement en fait. Mais Marie-Cécile nous a permis de faire le lien avec l'Éducation nationale et les enseignants pour savoir quel est le besoin. Et on a compris qu'une mise en situation virtuelle, c'est-à-dire s'imaginer dans un film avec des vrais acteurs humains, permet de mettre finalement une démystification dans la tête des gens qui fait que quand ça arrive vraiment, le jour J, c'est pas grave parce qu'on a déjà vu le film. Enfin, on sait quoi faire en tout cas. On n'est pas sidéré par la nouveauté de. Donc on a fait ce petit film en fait de 2 minutes 30. Et c'est vrai que pour l'exemple, encore il y a 2 semaines, j'ai eu une enseignante au téléphone pour discuter du retour de cet élève à l'hôpital. Et elle m'a expliqué qu'elle avait géré la crise épileptique et qu'elle avait vu la vidéo quelques semaines avant. Et elle m'a dit, sincèrement, les images m'ont aidée puisque je me suis souvenue de voir qu'il fallait noter l'heure, qu'il fallait chronométrer. Voilà, elle m'a dit, j'étais tellement sidérée que je ne savais plus trop quoi faire, mais vraiment, les images m'ont aidée. Et c'était des remerciements chaleureux. Et ce n'est pas la seule. C'est assez fréquent, en fait. On a fait ça sans grande ambition et finalement, c'est très aidant, en fait, ce film-là. Donc, il a été validé par la Ligue française contre l'épilepsie, la Société française de neuropédiatrie. Et on l'a fait avec nos propres enfants, dans une école pendant les vacances scolaires. Voilà, on a passé avec des vrais cinéastes, donc il est quand même de qualité professionnelle. Et ce genre d'outil est à développer tous ensemble, soignants-soignés, pour pouvoir aider finalement. Parce qu'il n'y a pas que la prise en charge de la crise, c'est finalement le fait qu'il existe, ça a enlevé quelque chose d'une peur qui était autour de l'enfant à l'école. Donc on a l'impression que ça rend service, pas seulement pour la prise en charge de la crise, mais pour l'intercrise, où finalement tout le monde a peur et il y a une sorte d'inhibition permanente autour de la vie scolaire de l'enfant. Cet outil, cette vidéo, il est disponible en dehors du CHU de Bordeaux? Oui, bien sûr, il y a un accès libre sur YouTube, on la trouve assez facilement. D'accord, ok. Et alors, en dehors de cet outil vidéo, est-ce que vous avez développé d'autres outils justement pour informer les parents, informer les enseignants? Quand même, ce petit film, il y a un QR code et il a été validé par le ministère de la Santé en présence de l'association Épilepsie France, avec l'idée de le mettre sur tous les PAI de France scolaires. Notre problématique, c'est les changements de gouvernement incessants qui fait que finalement, ça n'a jamais été jusqu'au bout depuis 2 ans. Mais bon, on continue d'œuvrer pour que, comme ça a été validé au ministère, il n'y a plus qu'à le mettre sur tous les PAI de France. On croise les doigts alors. Oui. Alors après, sur les outils, moi je m'appuie aussi beaucoup sur un des outils qui avait été fait il y a quelques années, qui s'appelle Accueillir et accompagner un élève épileptique en milieu scolaire, qui avait été fait par la FFRE.
Voilà, donc c'est un outil précieux, effectivement, qu'on est en train de retravailler ensemble aussi. Ça fait partie des outils indispensables. Je peux en parler, même si ce n'est pas encore tout à fait validé, mais j'ai contacté aussi Le Petit Quotidien. C'est un journal qui est très utilisé en classe pour leur proposer justement de faire un numéro spécial sur l'épilepsie. J'ai eu un retour très positif, donc ça devrait aboutir. Voilà, c'est ce genre d'outils qu'il faut vraiment développer. Et effectivement, le fait que je sois enseignante spécialisée, mais surtout au sein du service de neuropédiatrie depuis des années, ça permet de répondre au plus proche des besoins des enseignants. Mais juste, docteur Villéga, vous disiez ce dispositif que vous avez à Bordeaux d'enseignants référents épilepsie, il est unique en France, c'est ça ouais. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on essaye de le développer à droite à gauche. Mais je voulais juste te dire qu'il n'a pas de reconnaissance officielle. Ça a commencé à se faire dans certaines affections chroniques, notamment dans l'autisme, où il y a des enseignants référents autisme qui peuvent aider dans les rectorats pour aider l'accueil dans l'idée d'une société inclusive. Mais dans l'épilepsie, ça n'existe pas officiellement. Donc il faudra travailler auprès des rectorats pour bien vulgariser ce côté handicap invisible ou maladie invisible qui altère le quotidien et la qualité des apprentissages, de la qualité de vie à l'école des enfants, pour qu'il puisse y avoir effectivement ce système d'enseignants référents épilepsie qui aide les autres enseignants à bien comprendre. En se parlant d'un même corps de métier, on peut vraiment fluidifier le partage de connaissances, en fait. D'accord. Alors, Christine Cloarec, je disais que vous êtes directrice d'un des rares établissements spécialisés pour enfants épileptiques, mais pour les enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Oui. Voilà. C'est quoi les possibilités d'adaptation? Parce que alors, Marion tout à l'heure a déroulé des cycles, je peux faire la même chose, AVS, Ulysse, SECPA, enfin voilà, je ne vais pas continuer la liste comme ça. Est-ce que vous pouvez nous éclairer avant de devoir orienter son enfant peut-être dans un établissement spécialisé? Qu'est-ce qui existe? Alors, Ou peut-être Marie-Cécile Bury, qui veut répondre, moi Je peux donner quelques éléments. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a la scolarité ordinaire adaptée avec, je vous passerai PAP, PPRE, etc. Mais en tout cas, il y a des aménagements qui peuvent être mis en place quand on va vers des difficultés un peu plus durables et avec des besoins plus importants. Et il y a des dispositifs comme l'ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, qui sont gérés par des enseignants spécialisés. Et après, il y a parfois des besoins plus importants, et là, ça passe par la MDPH. Donc, un dossier MDPH dans lequel il faut fournir tous les bilans médicaux, paramédicaux, et la MDPH, elle, va statuer sur les aménagements et les notifications. Donc là, on parle d'établissements type CESAD, IME, IEM, voilà, ça dépend de chaque profil. Il va falloir essayer de nous détailler un petit peu. Donc, je comprends bien, c'est que la cheville ouvrière, enfin le maillon essentiel, c'est la MDPH qui va dire, a priori, c'est plutôt ça qui est adapté. C'est pas une orientation, c'est une notification. C'est quoi? Parce que effectivement, la MDPH va donner à répondre à une situation en donnant des notifications. Les notifications, la famille n'est pas obligée de s'en saisir. Elle a une notification, par exemple, pour un accompagnement humain, donc une AESH. Si la famille ne souhaite pas s'en saisir sur une année scolaire, elle peut ne pas s'en saisir. Mais par contre, à un moment, s'en saisir et demander à en faire part à l'école. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment une demande qui peut être faite dès le début, ou en tout cas qui peut être suggérée, qui peut être expliquée. Et c'est aussi mon rôle, moi, à l'hôpital. C'est-à-dire que quand les familles, parfois, viennent et qu'il y a eu un diagnostic, on en discute avec l'équipe médicale, paramédicale. Et je peux leur dire tous les parcours scolaires qui peuvent s'ouvrir à eux à un moment. Justement, mais c'est ça que je voudrais qu'on essaie. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais est-ce qu'on peut essayer en tout cas du plus, je sais pas comment dire, du plus léger au plus, l'ESH, puis après on passe. Enfin, c'est quoi qui existe en fait? C'est ça que je voudrais qu'on ait quand même une petite idée de l'éventail
qui se présentent, quoi. Mais c'est tellement large. Après, il faudrait beaucoup de temps, mais on peut... On a un petit peu de temps, allez-y. On peut faire l'école ordinaire, soit c'est avec des aménagements dans la pédagogie. D'accord. Après, ça peut être insuffisant, et là, on peut demander une AESH, donc un accompagnement humain. Ensuite, quand les difficultés ou en parallèle, il peut y avoir des aménagements pédagogiques avec des aménagements aux examens aussi qui sont demandés. On a entendu tout à l'heure le tiers-temps, par exemple, ou l'aménagement des épreuves en plusieurs années. Ça peut être fait dans le cadre d'un PAP, projet d'accompagnement personnalisé. Plan d'accompagnement personnalisé. Et ensuite, il peut y avoir donc ces unités localisées d'intégration scolaire. Je ne l'ai plus. Les Ulysse, merci. Qui peuvent, elles, permettre de faire des apprentissages en petits groupes. Donc, c'est des classes de 12 à 15 élèves avec un enseignant spécialisé et une AESH collective pour le dispositif. D'accord. Voilà. Et puis, après, c'est plus qui peut redonner les... Alors après, Christine Cloarec. Après, ensuite, souvent, on prend le relais. Alors, je prends le relais, même si il n'y a pas une hiérarchie comme ça, en D'accord. tout cas une succession. On ne fait pas plan A, plan B, plan C, plan D. Dans la réalité, c'est vraiment comme l'épilepsie, tout est au cas par cas. Et on a à peu près tous les cas de figure possibles. On peut avoir du milieu ordinaire tout à fait classique, un élève de 5e avec un CESAD, par exemple. Et le CESAD, ça va être une psychologue, une éducatrice. Qui vient donc au domicile, là, pour le coup. Au domicile, ou à l'école. Ou à l'école, oui. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Rosen, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ensuite, on va avoir l'AESH, effectivement, qui va être aussi en plus, alors côté milieu ordinaire, mais on peut avoir un accompagnement hors les murs par certains dispositifs. Après, on va avoir des services spécialisés qui peuvent être temporaires, ça peut être juste sur un bout du parcours, et puis ça peut être des établissements spécialisés sur du plus long cours, là avec certains spécialisés qui sont capables de prendre en charge des handicaps associés, là plus conséquents. Je pense là aux IME spécialisés en tout cas. Là, il y en a un certain nombre. C'est surtout le Sud-Ouest qui est moins bien loti, mais par contre, sur la France, il y a un certain nombre de structures. Et puis après, il y a quelques cas particuliers d'établissements scolaires qui ont la particularité d'être spécialisés et de pouvoir accompagner l'épilepsie au quotidien. Et je pense à Flavigny dans l'Est, à Castelnovel dans le Sud-Ouest, et puis à Toullaroite dans l'Ouest, avec chacun des particularités quand même. Malheureusement, tout le monde ne propose pas tout à fait les mêmes parcours. Mais un établissement spécialisé sur un passage, par exemple, temporaire, ça va permettre d'avoir un concentré de tout ce qu'on a dit ce matin, de l'accompagnement médical avec l'optimisation qui est recherchée au niveau médicamenteux, la surveillance des crises qui est extrêmement complexe. C'est vrai que dans un établissement spécialisé, l'enseignant va faire le suivi des crises. On n'a pas parlé beaucoup des absences aujourd'hui. Or, effectivement, c'est sans doute, en tout cas, nous, une difficulté qui apparaît presque plus invalidante que les convulsions. En tout cas, beaucoup moins visible, beaucoup moins spectaculaire et pour le coup, qui passe pour de l'absence de concentration, en tout cas pour un jeune qui est moins attentif, et donc qui passe très inaperçu en règle générale dans une classe de 25-30, donc qui va nécessiter aussi une petite classe. Donc, on va revenir tout à l'heure sur les établissements spécialisés, mais juste, je voulais faire revenir un tout petit peu, on a dit le mot MDPH, là. Rosen, je crois que vous m'aviez dit en préparant aussi, c'est un peu un calvaire, ce truc-là. C'est un calvaire. On doit le refaire. Pourquoi c'est un calvaire Eh bien, en fait, la MDPH, en gros, c'est pour demander des aides pour les aménagements, sauf que c'est un parcours du combattant, parce que ça prend des mois et des mois à récupérer des bilans à droite et à gauche pour prouver en fait les besoins de notre enfant. Et en fait, surtout psychologiquement, je me souviendrai toujours de ma fille, lors de la fin du bilan de neuropsy, qui me dit mais maman, ça fait 4 bilans qu'on fait, mais je sais faire des choses aussi, je sais bien les faire.
Ça Et fait là, ressortir que le négatif. Et c'est ça. Et je lui dis, mais tu as raison. Et en fait, le problème, c'est que on regarde, évidemment, c'est pour aménager, pour faire des demandes d'aménagement. Et du coup, on ressort que le négatif. Mais psychologiquement, c'est vrai que c'est dur parce que on voit que le négatif tout le temps. Donc il faut ressortir de ça, c'est pas évident. Et puis c'est surtout le parcours du combattant, parce que on fait une demande, on fait des bilans, et puis après c'est très long d'avoir des réponses. Et très souvent les réponses sont négatives, notamment pour la fameuse AESH, avec des heures en mutualisé, individualisé. Enfin, c'est très très compliqué. Et même si on a une notification de l'AESH, ça veut dire qu'on a l'AESH ? Pas forcément, parce que ça c'est aussi le gros problème. La demande d'AESH, en fait, c'est une grosse problématique. Il y en a très peu maintenant qui sont recrutés en fait finalement. Et puis on a beau avoir la notification, il n'y a pas forcément d'AESH, ou alors on apprend par exemple la veille de la rentrée qu'au lieu d'avoir 6 heures par semaine, on se retrouve avec 2 heures d'AESH. D'accord. Alors, Dr Vega ou Marie-Cécile Berry, je crois que vous accompagnez justement les familles dans ce parcours sur la MDPH. Oui, Marie-Cécile, tu pourras dire un mot, mais j'en profite pour dire... Pour être positif un peu. Mais justement, je trouve qu'on est un peuple de râleurs, les Français, mais on est un beau pays, parce qu'il y a quand même beaucoup de structures, beaucoup d'aides, et on ne laisse pas les enfants sur le bord du chemin. Mais le maillon qui manque dans la chaîne, ma constatation de soignant, parce que j'ai appris la médecine finalement avec les familles au fil du temps, le maillon qui manque dans la chaîne, c'est l'aide à la vulgarisation. Vous voyez, même on discute entre nous et ça a l'air un peu complexe et flou. Même nous, on a l'impression de ne pas maîtriser finalement le parcours de l'enfant épileptique dans sa scolarité. C'est parce qu'on a une personnalisation du parcours pour bien les aider. Mais le fait que ce soit flou, que les parents aient besoin de faire on les responsabilise d'un gros travail, ça les plonge des fois dans la colère ou dans le découragement. Ouais. C'est complexe pour eux, c'est vécu vraiment comme une injustice. D'où l'intérêt à nouveau de créer... On a toujours rêvé d'un plan épilepsie en France et il n'y a pas eu. Alors il y a eu le plan santé maladie rare qui nous aide et qui fait que ça nous donne plus de moyens depuis quelques années. Mais on manque à nouveau d'enseignants spécialisés épilepsie, d'un référent pour les familles pour les aider. Et donc la simplification, et notamment du dossier MDPH, permettra vraiment d'être un gros progrès pour les familles. Oui, vous les accompagnez, vous les familles? Oui, alors sur le dossier MDPH, effectivement, j'ai eu l'opportunité l'année dernière d'être enseignante référente à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc là aussi, c'est une pierre, disons un maillon qui relie les familles et les dossiers MDPH, puisque j'accompagnais les familles dans le montage des dossiers et dans les réunions avec les équipes pédagogiques pour parler des aménagements et des notifications. Donc oui, je peux aider les familles et je connais, en tout cas en Gironde, je sais comment fonctionne la MDPH et je comprends ce délai assez long, mais c'est 4 à 6 mois pour avoir une notification une fois qu'on a envoyé le dossier. En Gironde, hein, je précise, parce que c'est très différent en fonction des départements. Vous voulez dire c'est bien plus long ailleurs? Alors, là, nous, en Gironde, il y a eu une réorganisation, donc c'est bien plus court. Là, il y a 2 ans, je crois que ça pouvait aller entre 9 et 12 mois pour avoir la notification. Pour avoir un petit lieu quand même. Il y a les recours. C'est très facile d'imaginer une simplification de tout ça. Hein. On fait un dossier numérisé, un dossier fléché épilepsie, avec un référent épilepsie et la MDPH dans chaque région, et tout devient plus simple. Il faut pas grand-chose. Je pense qu'il y a des choses, effectivement, il faut de la politique qui mette le pied à l'étrier. Je vous regarde, Gaspard, parce que quand vous faites de la politique, vous pourrez être aidant dans ce genre de décision, mais ça peut aller vite, à mon avis. Mais du coup, ça veut dire que pour les parents, est-ce que ça veut dire qu'il faut se préoccuper de ce dossier MDPH assez en amont? Enfin, je veux dire, comment on fait? Alors, c'est ce dont on avait parlé. Effectivement, j'ai eu quelques années, presque une dizaine d'années au sein du service en neuropédiatrie. Et avec l'expérience, avec les discussions avec les familles, mon discours est effectivement différent. Maintenant, assez vite, je dis aux familles que s'ils voient qu'il y a des difficultés d'attention, si l'équipe leur rapporte des choses, qui me recontactent et je les accompagne pour faire un dossier MDPH. Oui. D'accord. Ok. Alors, le dossier MDPH, je précise, c'est quand même médical avant tout. Donc, effectivement, il faut que ce soit validé. Bien sûr. Mais en tout cas, dans la démarche et dans l'accompagnement, je pense que c'est important de dire aux parents assez vite que ça peut être une aide et qu'il faut pouvoir s'en saisir.
Rosane, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce... Ouais. Oui, c'est vrai que en tant que parent, on se dit pas tout de suite. C'est aussi un cap à passer de se dire voilà, va falloir qu'on fasse le dossier MDPH. C'est pas forcément facile non plus parce que là, on va vers une reconnaissance en fait de notre enfant en situation de handicap. Donc c'est aussi un travail psychologique à faire. Et puis on parlait d'inégalité, c'est que c'est vrai que quand on ouvre ce dossier MDPH, c'est pas forcément accessible aussi à tout le monde, quoi. Il y a un lexique qui est quand même assez compliqué. Je me souviens de mots, je dis mais quelle case je vais cocher, quoi. C'est complexe. Donc c'est vrai qu'il faut se faire accompagner le plus possible. Ouais. Alors, Christine Cloarec, quand la scolarisation en milieu ordinaire n'est plus adaptée, on va dire, quelles sont les solutions qui existent ? On en a un tout petit peu dit, mais juste voilà. À quel moment on décide que c'est plus, qui le décide entre guillemets que c'est plus possible, et qu'il faut orienter vers un établissement spécialisé. Je crois que le premier à décider, en tout cas, c'est le jeune et sa famille, obligatoirement. Après, tout dépend du type de difficulté. C'est quoi qui va justement dire qu'il faut... À partir du moment où vivre le quotidien, en tout cas, demande trop d'efforts, finalement. C'est peut-être là où il y a besoin d'une aide supplémentaire, en tout cas. J'entendais tout à l'heure, et c'est Gaspard qui en parlait, la fatigue qu'il peut y avoir à suivre, par exemple. Nous, on a reçu des jeunes pour lesquels on nous a dit « Ah ben non, ils ne peuvent pas venir à Toularoite parce qu'ils n'ont pas de difficultés scolaires ». Et sauf que l'effort fourni par ces jeunes-là est des fois colossal, on va dire. Et là, c'est une injustice aussi que pour produire le même résultat que le voisin, on va dire, eh bien, effectivement, il faut à la fois gérer l'épilepsie au quotidien, la fatigue générée, le rattrapage aussi, selon le cas, par rapport aux absences qu'il peut y avoir, par exemple. L'absentéisme génère aussi... oui, ça veut dire on cumule des retards d'une certaine manière parce qu'on est fatigué, parce qu'on est absent, et du coup, là, c'est ça qui et là, du coup, on ne va pas être sur des troubles, pas les troubles de l'apprentissage, pour le coup, qui vont être les plus flagrants, même s'il peut y en avoir aussi. Mais ça va être la fatigue, qui va être un handicap, même si ça ne paraît pas l'être. Et c'est là où, avec les MDPH, c'est pas forcément simple non plus de convaincre tout le temps. Tous les établissements ne dépendent pas quand même de la MDPH. Je pense à Castelnouvelle, par exemple, qui est un établissement sanitaire, comme la TEP, où là, il n'y a pas de procédure, c'est beaucoup plus simple. C'est comme une hospitalisation, on va dire. Donc, mais c'est vrai que pour le coup, nous aussi, les parents arrivent sans connaissance du handicap, qu'en général, ils ne connaissent que l'hôpital. Et c'est le grand bain. Et là, la nécessité d'être accompagné, effectivement, fait que, oui, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un handicap ? Mais un handicap, c'est juste qu'on n'a pas la même liberté que les autres à un moment donné, et qu'on a besoin de quelque chose, on va dire, pour compenser, soit un temps donné, soit de façon durable. Et les places dans ces établissements spécialisés, on disait tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir parfois un rendez-vous avec un... Est-ce que l'attente est longue ? Est-ce que c'est difficile d'avoir... Je ne pourrais pas forcément parler pour tous les établissements. Chez vous, alors, pour votre établissement. Chez nous, comme on a des très courts séjours et des séjours plus longs, on a en général beaucoup de roulements. Donc on a des entrées, des sorties très régulièrement. On a très peu d'attente, au maximum quelques mois, au gros maximum. Par contre, il y a des établissements où je sais que les places vont être un tout petit peu plus compliquées, les IME notamment. C'est plus complexe dans d'autres régions. Mais il y a des enfants qui viennent même de loin, qui vont à Toularoite. Oui, on a des enfants de Rhône-Alpes, d'Île-de-France, de Normandie. Ça, c'est symbolique, parce qu'on pourrait penser que toute cette énergie pour venir d'aussi loin est vouée à l'échec. Et au final, ça apporte tellement aux enfants d'avoir ce soulagement de la fatigue au quotidien qu'il y a beaucoup de... C'est ça, où ça se passe bien. Ça peut paraître contradictoire, en tout cas, de penser que d'envoyer son enfant, son ado, à l'autre bout de la France, on va dire, en internat. En plus, c'est culpabilisant. Or, effectivement, c'est donner un peu de liberté à un moment donné. On a souvent des parents qui arrivent extrêmement fatigués, épuisés par une hypervigilance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le croisement des données qui, pour prendre en charge l'épilepsie, effectivement, est toujours difficile, entre ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison. Là, on va tout coordonner, on va faire un concentré sur place. Et les adolescents, notamment, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est qu'ils ont enfin
une vie normale. Oui, ça qui est étonnant. Alors, c'est bien, je n'ai même plus besoin de poser de questions, vous vous enchaînez, c'est parfait. C'est ça, c'est vrai que vu de l'extérieur, en tout cas, on peut se dire, on l'envoie loin de chez ses parents, dans un établissement spécialisé. Quand on est sur une table ronde où l'idée c'est de trouver sa place dans la société, moi j'ai l'impression qu'on les met à part. Et pas du tout, c'est pas le ressenti du tout. Pas du tout. C'est quoi la magie du système là? C'est la Expliquez-nous. pérédance dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'être dans un milieu où on va tout concentrer. C'est-à-dire les jeunes vont s'entraider entre eux. Ça va être la première fois qu'un jeune, par exemple, va venir en aide, même en soutien, à un autre jeune épileptique. Quand on est épileptique et qu'on doit dépendre des autres, être pris par surprise par la maladie, se réveiller dans un endroit où effectivement on n'a pas été prévenu, qu'on a été emmené, et bien effectivement là on se retrouve dans un lieu où tout ça, ça fait partie de la vie normale. On ne juge pas, on peut parler de l'épilepsie comme juste un simple fait que tout le monde partage, et du coup on se concentre sur le reste. Sur la liberté, sur le sport qui est indispensable, sur la question des sorties, sur le fait d'aller à un anniversaire par exemple, d'aller à une soirée. C'est des choses qui peuvent vivre pour la première fois très souvent, d'apprendre à parler de la maladie, d'apprendre à justement être à l'aise avec le fait de prévenir son employeur sur un stage par exemple. Docteur Villégas, oui. Oui, et du coup, découle de tout ça, je pense, 3 petits objectifs. Le premier, c'est que des lieux comme Toularouat se multiplient en France. Le deuxième, c'est qu'il y a un petit peu de Toularouat dans chaque école. C'est-à-dire que cette connaissance, cette pérédance de l'épilepsie qui est tellement fréquente que finalement elle est invisible et pourtant elle existe dans toutes les écoles. Voilà, c'est à nouveau le besoin de partager la connaissance, apporter de la lumière pour améliorer la qualité de vie de chacun. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que quand même on voit bien avec Rosen l'importance, enfin la lourde responsabilité qui est donnée aux familles. Alors, je vous c'est ça, là ça pour soulage. votre force communicative et je pense que vous êtes assez aidante pour d'autres familles aussi. Et vous avez parlé, Rosen, de la notion de parents aidants, mais pour l'instant en France c'est juste un mot. On peut être des aidants pour ses propres parents, en gériatrie par exemple, mais la reconnaissance de parents aidants n'est pas reconnue. Il n'y a pas un salaire pour des parents aidants. Alors moi, je suis le rédacteur avec des familles d'un livre blanc qui a été adressé au ministère avec 10 points sur la reconnaissance du parent aidant, qui est un modèle économique finalement, parce que le parent aidant va faire des économies de santé. Et donc malheureusement, comme les gouvernements changent depuis 2 ans, ce livre blanc n'a pas énormément d'impact pour l'instant, mais il a beaucoup de signatures. Donc je pense que la FFRE pourrait s'y intéresser aussi. Ça s'appelle Collectif le livre blanc, qui est sur Internet avec des signatures. Alors, vous disiez tout à l'heure, on a tendance, un pays de râleurs et a tendance à pointer du doigt ce qui va mal. Je suis journaliste en plus, donc forcément je vais pointer du doigt. Et, ok, c'est bien, les enfants donc acquièrent une autonomie, mais parfois Alan Doen, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous, nous a expliqué que lui, il a carrément, c'est toute la famille qui a déménagé pour aller s'installer auprès d'un établissement. Alors, il dit que les frères et sœurs, tout le monde était partant, ça a été une décision familiale. Je ne veux pas dénaturer son propos, il ne dit pas du tout que c'était... Mais c'est lourd quand même comme décision qu'on soit obligé de... Voilà. Alors, c'est vrai que c'est le choix que font aussi certaines familles, à Toularouat également, de déménager ou de venir temporairement en étant célibataire géographique, par exemple. La famille se dissocie. C'est des choses qui arrivent. Sur du long cours, c'est vrai que ça devient en tout cas plus indispensable, surtout que beaucoup d'établissements n'ont pas forcément d'internat de week-end, par exemple. Donc ça veut dire un retour tous les week-ends. Ça n'est pas possible sur une très longue distance selon où on habite. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas égal par rapport à ça, et donc le déménagement peut des fois être une solution. L'idée, en tout cas, et c'est pour ça que nous on va se positionner plutôt sur quelque chose de temporaire, avec l'idée de retourner au plus près du domicile le plus rapidement possible. Oui, c'est ça, parce que aller scolariser un enfant chez vous, c'est pas... Enfin, je veux dire, on peut retourner, ça peut être retourner. Il reste combien de temps généralement les jeunes chez vous? C'est extrêmement variable, puisqu'il peut y avoir des jeunes qui sont en parcours préopératoire, par exemple, et dans ces cas-là, souvent après l'opération, en tout cas quand elle a réussi, rapidement, en tout cas, on va pouvoir travailler le retour, ou effectivement, on va avoir des jeunes qui vont rester donc entre 6 mois et 6-7 ans. Tout est possible, on va
dire. Donc l'idée, c'est à chaque fois, en tout cas, de faire juste un sas pour que le jeune puisse repartir. Ça ne veut pas dire que forcément ce soit le cas à chaque fois. Oui, mais... L'épilepsie a des évolutions extrêmement variables qui ne rendent pas non plus la scolarité forcément linéaire. Alors, si l'école est un lieu de socialisation par excellence, et donc trouver sa place dans la société, c'est à l'école, mais c'est pas que ça, hein, quand on est ado ou jeune adulte, c'est avoir évidemment sortir, faire du sport, enfin avoir des activités. Là, c'est quoi les relais qui existent? Comment on peut aider les parents dans cette démarche-là? Est-ce que vous, Marie-Cécile Bury, vous pouvez les aider là-dedans ou pas? Vous êtes vraiment focalisés, chacun son boulot, hein, je sais bien, hein, mais voilà. Ou alors... est-ce que vous pouvez les orienter vers d'autres... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui existe sur cet aspect-là des choses, sur l'aspect plus sociétal? En tout cas, les CESAD et les... En fait, on se complète beaucoup. Hein, oui. Les CESAD, alors autrement appelé PMO, hein, prestations en milieu ordinaire maintenant, c'est la nouvelle terminologie. Il y en a quand même un certain nombre là. Beaucoup ont des critères assez larges quand même pour être activés. Ça dépend d'une notification MDPH par contre. Et là, on peut avoir vraiment un accompagnement assez light, mais qui peut permettre d'accompagner vraiment et d'aller rechercher toutes ces structures. Après, on va avoir dans certains secteurs des équipes ressources épilepsie. Donc, je pense au nord, à la Bretagne et puis au sud-est notamment. Et ce sont aussi des relais précieux parce qu'ils ont un réseau de partenaires extrêmement large et ça va faciliter aussi parce que le club de sport, de la même façon, des fois, ça va être juste une information sur l'épilepsie. Oui. Donc tous les établissements spécialisés, par exemple, aujourd'hui, ont quasi une obligation, mais de toute façon, on le faisait tous naturellement, on va dire, de fonction ressources. C'est-à-dire que tous les établissements spécialisés, aujourd'hui, peuvent être interpellés par pratiquement n'importe qui, n'importe quel club, n'importe quelle école, n'importe quelle structure, pour avoir une information, une sensibilisation sur l'épilepsie. Et ça veut dire que ça peut aider, justement, quand on cherche un jeune qui veut faire de la boxe. Très clairement, le premier réflexe du club, ça va être ouf, avec l'épilepsie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Eh bien si, c'est possible. D'accord. Donc, Docteur Villégas, vous vouliez... C'est très très beau ce système de lieux ressources. Hein. C'est ce qui s'est fait avec les plans vieillesse en gériatrie par exemple. Mais tout le monde n'a pas tout l'ARWAT à côté. Et donc quand même pour passer le message aux familles que justement les centres de référence et de compétences épilepsie ont développé des programmes d'éducation thérapeutique qui sont là à nouveau dans l'interdisciplinarité à disposition des centres sportifs, voilà, pour vulgariser, faire des petites visios, voilà, et aider à mieux accompagner le parcours de vie avec l'épilepsie pour les patients. Alors, parcours de vie, justement, c'est aussi parcours professionnel. On a vu avec Gaspard tout à l'heure, c'est se projeter, se dire, voilà, j'ai envie de faire tel métier, voilà. Qu'est-ce que... Et je repense à Alan qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, mais sa fille, elle est justement à cette période charnière, c'est-à-dire que sa scolarité est arrêtée parce qu'ils ont considéré que c'était plus, elle n'apprenait plus finalement et qu'il fallait essayer de la former à un métier, sauf qu'elle a, il me disait, hein, je répète ce qu'il me disait, c'est qu'elle a une maturité intellectuelle, elle ne comprend pas qu'on lui apprenne un métier, quoi. Enfin, aujourd'hui, elle n'a pas la maturité. Enfin, je veux dire, qui accompagne là-dedans? Enfin, c'est quoi les structures relais, ressources Là, je ne sais pas à qui poser la question, je vous la pose à vous tous. Est-ce qu'on a vraiment une réponse, en fait? Alors, au niveau de la réflexion autour de l'orientation, la réorientation. Oui, c'est ça déjà. C'est les équipes pédagogiques qui accompagnent la scolarité de ces jeunes qui le font. Il y a des CIO aussi, les centres d'information et d'orientation, dans lesquels sont présents les psys éducation nationale qui accompagnent l'orientation. Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils connaissent les enjeux et les difficultés? C'est toute la formation, et je rejoins le docteur Villégas sur un plan épilepsie permettrait d'informer les psys éducation nationale sur les répercussions, les retentissements sur la scolarité et l'orientation. En fait, c'est une formation un peu plus globale. Mais après, c'est dans l'interdisciplinarité, et même dans la médecine, on a... Oui, voilà. En tant que médecin, est-ce que quand même vous pouvez guider un tout petit peu? Les neuropédiatres étaient défaillants, finalement, parce qu'ils ne travaillaient pas assez main dans la main avec les neurologues adultes et épileptologues, et justement en développant les programmes de relais de prise en charge et en travaillant main dans la main,
On a appris à accompagner les enfants dans leurs rêves professionnels, comme vous l'avez raconté, Gaspard, dans vos études. Et on travaille de plus en plus dans l'interdisciplinarité, la neuropédiatre, épileptologue, et dans l'interdisciplinarité de soignants pour dessiner un parcours de vie en se mettant du même côté de la table avec les familles et les enfants souffrant d'épilepsie, et mieux les accompagner vers ce parcours professionnel qui démarre très tôt finalement dans la réflexion. On avait le sentiment qu'il fallait en parler à 18-20 ans, alors que très tôt, il faut apprendre à réfléchir à un parcours de vie avec l'épilepsie. D'accord. Alors ça peut, je complète juste en bien sûr, allez-y, écoutant. Marie-Cécile Burry. En fait, par exemple, dans le cas là de ces réorientations, en tant qu'enseignant spécialisé, on peut aussi aller à ces réunions où on discute de l'orientation, et en ayant d'abord pris contact avec le neuropédiatre pour savoir quelles sont les restrictions, quelles sont les possibilités. Voilà, c'est ce travail en amont qui permet après d'apporter cette parole à l'équipe pédagogique qui ne l'a pas. Très bien. Alors, je voudrais faire un dernier tour de table de chacun. Si vous aviez, c'est difficile, vous avez le temps de réfléchir, je mets du temps à poser ma question, un conseil, que ce soit Rosane en tant que maman, peut-être pour la fratrie, pour ce que vous voulez dans votre spécialité, un conseil vraiment, quelque chose à donner aux parents qui sont là, un dernier conseil, qu'est-ce que ce serait, peut-être une structure dont on n'a pas parlé, voilà, qu'est-ce que ce serait, Rosane? Est-ce que vous auriez quelque chose, un conseil à donner aux parents qui nous écoutent ici et à distance, peut-être sur ce parcours, sur la scolarité, ce serait quoi? Vous vous êtes dit à un moment donné, vraiment ça, il faut que je le partage parce que ce serait dommage que tout le monde n'en profite pas, quoi. C'est essayer de pas se retrouver seul, en fait, d'être accompagné le plus possible, surtout avec le fameux dossier MDPH, et surtout communiquer le plus possible quand il y a un souci, quand il y a des quiproquos, et vraiment travailler en équipe, en fait, avec les enseignants. Parce que oui, comme on disait tout à l'heure, j'ai cette anecdote les fameuses absences, ça peut provoquer des quiproquos, et si on n'en parle pas, un enfant qui fait plusieurs absences dans la journée, un enseignant peut se fâcher en disant il n'écoute pas, il est insolent. Comment on fait pour se dire allez, j'en parle, alors qu'on sait qu'il peut y avoir aussi la stigmatisation, alors peut-être pas des professeurs, mais parler sans exposer son enfant, c'est ça qui est difficile, non? C'est ça qui est très compliqué, c'est savoir trouver la bonne posture, le juste milieu. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a par exemple, on parlait du sport tout à l'heure, ma fille, elle faisait du ping-pong, j'allais pas, c'était 1 heure dans la semaine, elle était petite, c'était une période où ça allait à peu près. J'ai dit, là, ça sert à rien de la stigmatiser, de parler de son épilepsie. Là, elle va pas se mettre en danger. Et pour d'autres moments, d'autres périodes, oui. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut trouver le juste milieu, de se dire, je pense, c'est le gros point d'interrogation de beaucoup de parents, de beaucoup de patients. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? C'est très compliqué. Qui veut se jeter à l'eau? Un petit conseil de fin de Christine Cloarec. Moi, je dirais de ne pas trop perdre de temps, en tout cas, pour aller à la rencontre des associations, notamment, qui sont très aidantes et qui rassemblent un maximum de ressources, puisque la plus grande difficulté avec l'épilepsie, ça va être de trouver les bonnes ressources. Elles sont toutes spécialisées, elles ne sont pas répandues de la même façon sur le territoire. Donc, se rapprocher d'une association, c'est sans doute... Et donc, ne pas être seul. Ne pas être seul. Marie-Cécile Burry. Ça complète, c'est communiquer avec les équipes pédagogiques qui parfois peuvent paraître en retrait ou pas forcément à l'écoute, mais... Et puis parfois, il faut être conscient que certaines équipes ne sont pas à l'écoute. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par l'infirmière scolaire, par... oui, il faut essayer de trouver... Il y a des enseignants spécialisés dans les CHU. Je ne suis pas la seule. Oui. Alors effectivement, moi, je me suis un peu plus spécialisée sur la neuropédiatrie, mais il y a des enseignants spécialisés. Donc voilà, ils peuvent aussi être une aide. Ok, docteur Villegas, mot de la merci fin. pour la question. Si j'ai vraiment un point fort et concret à échanger avec les familles, c'est cette notion d'éducation thérapeutique. Et je suis content que le docteur Nathalie Villeneuve ait évoqué la notion d'échange thérapeutique, parce que quand on m'en a parlé il y a 10 ans, j'ai dit je vais éduquer personne, je ne comprends pas pourquoi les sciences de l'éducation viennent mettre quelque chose là-dedans. Je pense qu'effectivement ça va au-delà, mais ça m'a appris dans mon métier l'interdisciplinarité, encore plus que je ne le pratiquais. Ça m'a appris de la modestie, de m'asseoir du même côté de la table avec les familles. J'ai appris beaucoup avec les familles dans ces échanges-là, où on sort un petit peu du soin,
on rentre un peu dans le quotidien des familles, parce qu'effectivement, un enfant qui a 2 crises par an, vous l'avez dit tout à l'heure, ma fille malade de 2 minutes par an, ça a plus d'impact des fois qu'un enfant qui a des crises toutes les semaines. Voilà, la maladie peut avoir des impacts très différents en fonction du quotidien de chaque famille. Et donc j'en profite pour dire qu'on est quand même, l'épilepsie est un petit peu le parent pauvre de l'éducation thérapeutique à ce jour en France, parce que ça a d'abord été les maladies plus visibles, le diabète, l'asthme, où il y a eu des plans éducation thérapeutique avec des financements ARS, et l'épilepsie est arrivée un peu en retard, et l'acte éducation thérapeutique n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça se fait un peu gratuitement dans les hôpitaux publics, mais je pense vraiment qu'il va falloir multiplier ça et que ça fera des économies de santé au final, parce que je vois bien que ça m'a permis de travailler dans le pluridisciplinaire, de mieux accompagner les familles, d'améliorer l'observance thérapeutique, de démystifier la maladie. Donc je pense vraiment que c'est un peu l'avenir, c'est assez moderne de voir la médecine comme ça. On échange du même côté de la table, on avance ensemble. Très bien, merci beaucoup à tous les 4. Le temps des questions avec la salle et avec les participants à distance est venu. Oui, il y a une question juste là. Bon, merci déjà pour tout. J'ai une question. Ma question, c'est à quel moment faire un dossier MDPH? Je veux dire, combien de temps faut attendre? Est-ce qu'il faut attendre 15 jours en voyant qu'ils ont des pertes de mémoire ou des petites choses comme ça, ou plutôt faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois? En fait, dans ma pratique professionnelle, quand j'étais jeune, on attendait, parce que c'était aussi vécu des fois comme une blessure de monter ce dossier, en ayant une sorte de reconnaissance handicap, alors que le handicap est un vilain mot dans notre culture un peu française. Et maintenant, je le fais dès que possible, quitte à le faire et que ça ne sert pas tant que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Regarder les choses ensemble avec les familles. Donc mon conseil, c'est plutôt de le faire dès que possible, en quelque part une sorte de prévention. Et peut-être je me trompe, mais à chaque fois, c'est une réflexion partagée, bien sûr. Alors oui, c'est ce que je disais, je le conseille aussi assez vite, mais il faut déjà avoir essayé de mettre en place des choses au sein de la classe, parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut accompagner sans forcément des notifications. Voilà, donc on commence par mettre en place des aménagements pédagogiques, et si ça ne fonctionne pas, vous en discutez avec les enseignants, vous pouvez aborder tout ça assez tranquillement. Ils ont l'habitude aussi de ces dossiers. Et donc j'en profite pour dire que la MDPH, ce sont des gens bienveillants et qui font ce qu'ils peuvent, et ils souffrent même du système. Parce qu'en fait, il y a un médecin, il a un dossier d'un cancer à 92 ans, et juste après, un enfant de 5 ans qui a un TDAH. Pour lui, c'est très complexe de valider, pas valider, qui doit avoir en priorité. Et donc moi, avec un email et un médecin ressource à l'MDPH, le dossier MPH, il peut être validé en 1 semaine, alors que normalement, il faut 4 à 6 mois. Donc quand on apporte un peu du bon sens et de l'humain là-dedans, ça peut aller plus vite. C'est juste le système qui est mal fait et tout le monde s'en plaint, il faut vraiment changer quelque chose. Le dématérialiser, le simplifier, le spécifier. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Oui. Merci. J'avais une question par rapport au jeune homme qui faisait des études supérieures. Oui, vous. J'ai ma fille qui est maintenant en première. Donc il y a le bac de français et de mathématiques qui arrive cette année. Elle appréhende beaucoup. Donc je ne sais pas comment trop la rassurer par rapport à ses études supérieures. Elle souhaitait faire une prépa. Donc je la motive comme je peux, sincèrement. Je ne vais pas lui dire non, ne poursuis pas tes rêves. Quelle posture je dois avoir en tant que parent, en tant que maman, en lui laissant? Est-ce que je dois lui laisser donc le fait de poursuivre ses rêves en tant que peut-être future, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'elle soit chercheuse en épileptologie, j'en sais rien. Mais je ne sais pas quelle posture je dois avoir en tant que parent. Est-ce que je la pousse? Est-ce que je la freine? Est-ce que je dis attention, ça va être plus compliqué pour toi? C'est quoi? Quelle est mon attitude à avoir par rapport à ces rêves? Gaspard, lourde responsabilité de répondre. C'est ce que j'allais dire, pas facile de répondre. Là c'est un peu compliqué, mais avec, on va dire, avec ce que j'ai vécu, en ayant justement, je voulais justement devenir avocat, j'ai été pris à SAS, j'ai essayé à SAS. Moi, je pense qu'il faut essayer. J'ai essayé. Avec l'épilepsie que j'avais, c'était trop compliqué à suivre. J'ai essayé plusieurs mois. Ça l'a pas fait. J'ai changé.
trouver une autre façon de vivre une autre passion. Et je pense que c'est la façon de faire. Je pense qu'il faut qu'elle aille au bout de ce qu'elle a envie et qu'à ce moment-là, peut-être qu'elle se rende compte elle-même que finalement, c'est pas possible, mais qu'elle a d'autres choses qu'elle peut aimer et donc vivre différemment. Peut-être que donc ce sera pas la prépa, ce sera autre chose. Mais je pense qu'en tout cas personnellement, avec ce que j'ai vécu, je pense qu'il faut essayer pour ne pas avoir de regrets justement. C'est cool. Merci beaucoup, Gaspard. Le micro. Monsieur, une question. Oui. Bonjour, j'abonde dans le sens qui vient d'être dit de la part de Gaspard. Il se trouve que j'ai voulu faire médecine et depuis 50 ans, au moins une fois par semaine, je pleure quand je lis un article ou quelque chose comme ça. Entre autres, ma présence ici montre mon intérêt pour également le sujet. Ça ne sera pas simple pour votre fille. Elle va, pardon du mot, se casser la gueule, mais au moins qu'elle essaie, parce que sinon, toute sa vie, s'il n'essaie pas, elle va se le reprocher ou vous le reprochez. Alors, elle aura des étapes, des échecs, mais en fait, la vie n'est faite que des échecs, et on essaie de surmonter les échecs pour grandir et avancer. Donc, ne la freinez surtout pas. Aidez-la même. Puis vous verrez, peut-être que, finalement, elle franchira toutes les barrières sans difficulté. Voilà ce que je voulais ajouter. Une autre question derrière vous, je crois, madame. Alors, je me permets de commenter également dans ce sens, mais il faut faire attention, il faut bien lui faire comprendre qu'elle n'a rien à prouver, ni rien à se prouver. Moi, j'ai trouvé dans le journal de ma fille après, elle voulait avoir une mention au bac, montrer qu'elle avait un bon niveau, qu'elle pouvait réussir aussi bien avec son épilepsie. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle en fasse... Voilà, il faut qu'elle soit prête, déjà qu'elle soit pas un objectif absolu. Et puis nous, on avait eu la question de Parcoursup, parce elle voulait faire du droit également, donc on était allé à Assas. Et à Assas, j'avais posé la question, elle n'était pas là avec moi à ce moment-là, à un jeune homme qui renseignait les familles, en disant, voilà, ma fille a un problème de santé, épilepsie, est-ce qu'il faut l'indiquer ou pas? Elle m'a dit... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une demande de quelqu'un normal et quelqu'un malade, vous prenez qui? Moi, intérieurement, je me suis dit, je prends celui qui est malade, mais bon, c'était visiblement pas son idée. Et du coup, j'avoue que je ne savais pas quoi dire à ma fille concernant cette fameuse lettre de motivation à faire. Alors, on savait, parce que le droit, nous, on habite en région parisienne, on ne voulait pas, comme elle avait eu quand même beaucoup de crises en 2021, même si ça s'était calmé pendant un an, on ne voulait pas qu'elle risquait, peut-être avec 12,5 de moyenne, elle avait pris maths et SVT, on avait un petit peu obligé à conserver la possibilité de faire des sciences par la suite, mais on avait peur qu'elle soit prise dans une université en dehors de France, et on avait été informés, parce il y a une cellule handicap sur Parcoursup, que dans certains cas, on pouvait faire une lettre au recteur pour être affecté en région parisienne sur recommandation médicale. Le médecin m'avait dit qu'elle pourrait faire la demande, mais tout ça, ça mettait encore du stress, de l'incertitude, voilà. Et évidemment, la question ne s'est pas posée. Mais je crois que c'est important aussi de, malgré tout, de ne pas se mettre des objectifs pas inatteignables, mais de ne pas en faire... un stress supplémentaire, et puis aussi de bien gérer son sommeil, de bien dormir, etc. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on a des questions, j'imagine, des questions à distance. Oui. Emmanuel. Alors, première question, pourquoi un seul Toularoite? Est-ce qu'un essaimage serait possible et quel serait le financement? Grande question. Idéalement... un dans chaque coin, dans les 4 coins de France, serait sans doute idéal, en tout cas. Malheureusement, effectivement, c'est sans doute une question de moyens, bien que je sois persuadée que ce soit moins coûteux d'avoir des Toularoites, parce que le coût pour l'assurance maladie, en tout cas, est extrêmement élevé quand même de l'épilepsie en règle générale. Donc idéalement, oui. Par contre, il faut trouver des soignants. À Toularoite, on a 2 neuropédiatres, une neurologue,
C'est quand même 70 professionnels pour le même nombre de jeunes pratiquement. Ça demande en tout cas des ressources. Il faut pouvoir mobiliser, quoi. Donc idéalement, oui. Financièrement, ça serait sans doute compliqué à monter. Mais pour les parents qui justement posent ces questions, et de manière générale, vous pouvez peut-être nous dire à quel moment Tout l'Arouette a été créé et pourquoi à ce moment-là, parce que c'est ça le fond de la question, pourquoi à ce moment-là il y a eu des fonds qui ont été débloqués pour que Tout l'Arouette existe? Le corollaire étant, qu'est-ce qui ferait que des fonds seraient débloqués pour qu'il y ait des Tout l'Arouette ailleurs? Alors, comme beaucoup de centres spécialisés, en tout cas, Tout l'Arouette a été créé à l'initiative de parents et de parents médecins qui auraient eu besoin d'une scolarisation de type ordinaire pour leur fils épileptique. Et donc, c'est suite au décès de celui-ci qu'effectivement, le centre de Tout l'Arouette a été porté, mais largement porté, effectivement, par des familles et des médecins. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça à la portée politique. Et l'indication première n'était pas l'épilepsie, du temps où c'était une MEX, en fait. Ça a toujours été l'épilepsie, l'indication. Parce qu'à Toulouse, c'était quand même une maison à caractère éducatif avec des enfants en situation abandonnique ou des. Oui, c'est ça. Alors non, ça s'est tandis que Tout l'Arouette doucement en centre pour épileptique. Et Tout l'Arouette n'a pas arrêté de changer de statut, d'ailleurs. C'est pas non plus un ITEP, d'ailleurs, véritablement. Oui. C'est pas une MEX, c'est pas. Voilà, ça, c'est un centre spécialisé pour les jeunes. Mais non, c'est une question vraiment très intelligente parce qu'effectivement, il faut avouer qu'il n'y a pas de mobilisation pour créer des centres d'accueil enfants épileptiques et scolarité la plus adaptée possible. Quand on regarde la prise en charge du handicap en France, elle est beaucoup née du milieu associatif, et c'est des centres pour tuberculeux, puis des centres pour enfants difficiles, qui sont devenus des centres pour enfants handicapés. Et en épilepsie, voilà, je ne suis pas militant, hein, parce qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu vraiment un réveil politique, sociétale, pour dire voilà, l'épilepsie est une problématique, il faut aider les gens à vivre normalement malgré l'épilepsie tellement c'est fréquent. Et donc on manque de centres comme Tout l'Arouette. Oui. Docteur Bulto, vous vouliez ajouter quelque chose? Le ministère de la Santé, la DGS, en fait, à un moment donné, ils n'ont plus du tout voulu faire de centres en fonction des maladies, mais en fonction du handicap. D'où l'idée, à un moment donné, effectivement, de la menace de fermer tous les centres, d'ailleurs, pour enfants et adolescents et adultes avec épilepsie. Donc toute la communauté des patients, des professionnels se sont levés vent debout, et cette fermeture donc, a été annulée, en fait. Mais c'est extrêmement difficile, parce que sinon, toutes les maladies vont vouloir avoir leur spécificité. Donc, à l'heure actuelle, c'est plutôt par rapport au handicap, donc aux besoins. Et là, le financement, pas pour maladie, autant les centres ressources, ça peut exister, mais autant des grands centres comme ça qui coûtent cher. Et en plus, on en est maintenant à plutôt faire de l'inclusion que de mettre les patients et maladies chroniques dans des centres. On est plutôt dans des dispositifs, les DAM, les DIM, etc. Donc une des solutions, ça va être d'aider les centres existants. Je prends l'exemple d'un IME, par exemple. Si dans un IME, il n'y a pas d'enfants épileptiques ou pas beaucoup, et que les soignants et les éducateurs spécialisés ne connaissent pas l'épilepsie, accueillir un enfant épileptique, c'est la catastrophe. D'où l'idée de donner de l'argent pour des centres ressources, pour l'éducation thérapeutique, voilà, pour aider les centres d'accueil à enfants en difficulté à mieux comprendre l'épilepsie. D'autres questions à distance? Oui, quel conseil pour gérer un trouble anxieux lié à l'épilepsie? Docteur Et son cercle vicieux avec l'épilepsie. C'est lié aux comorbidités de l'épilepsie, en fait. C'est-à-dire que souvent, l'épilepsie va être associée à plus de stress, plus de troubles anxieux. Et comment faire pour que les uns les autres ne s'aggravent pas? Oui, mais c'est Rosen qui nous a donné la réponse tout à l'heure. Ne pas rester seul, en fait. Voilà. La connaissance apporte la lumière. Il faut vraiment être aidé. D'où l'idée de centre ressources, centre référence épilepsie, éducation thérapeutique, faire appel pour... travailler dans l'interdisciplinaire. Nous, on travaille beaucoup avec l'art-thérapie, par exemple, faire du sport, voilà. Ne pas rester seul face à ça. Parce que l'angoisse, c'est notre moteur pour se lever chaque jour au quotidien. L'angoisse, dans l'absolu, elle peut devenir pathologique, mais c'est aussi, ça fait partie de notre vie à tous, et ça nous aide, l'angoisse, en fait. Mais du coup, pour mieux la vivre, il ne faut pas rester seul avec, et justement, partager cette angoisse dans le pluridisciplinaire, ça aide les familles, les gens à avancer. Alors, question qui est liée, est-ce que vous pouvez donner des éléments de réponse pour les enfants qui ont des gros troubles du comportement liés à l'épilepsie
et donc avec des grosses difficultés cognitives, et aussi des lourds traitements médicamenteux. Quelles sont les solutions et les centres ressources et les endroits où trouver les informations pour mieux les prendre en charge et les accompagner d'une part, et comment expliquer ça, notamment à l'école? Oui, alors une réponse à tout ça, c'est quand même les centres de référence et centres de compétences épilepsie rare qui ont été développés par le gouvernement. Il y avait une petite injustice il y a 10 ans parce que c'était que l'Est de la France. Et maintenant, il y a aussi Toulouse, Bordeaux, Rennes. Donc on a développé ces centres de référence et de compétences qui permettent d'avoir des moyens, neuropsychologues, orthophonistes, secrétaires, pour être un peu un lieu ressource. Et donc l'idée, c'est de tisser finalement un réseau français avec les médecins généralistes, les pédiatres, pour que chacun puisse adresser un enfant et une famille qui souffre d'épilepsie à un centre de compétences, centre de référence, et développer les moyens pour aider ces familles-là à prendre en charge les difficultés comportementales, à pouvoir bénéficier d'activités sportives, loisirs, etc., etc. C'est vraiment comme ça que la Direction générale de l'offre de soins a essayé d'aider la prise en charge de l'épilepsie en France. Je pense qu'il faut s'en saisir. Et après, le lien par rapport à l'école, justement, les médecins scolaires sollicitent les neuropédiatres pour réfléchir au projet scolaire. Nous, ça arrive assez fréquemment. En Nouvelle-Aquitaine, on a fait plusieurs réunions en visioconférence avec toutes les infirmières scolaires, avec tous les médecins scolaires. Voilà. L'idée, c'est de partager comme ça pour vulgariser, travailler ensemble, ne pas réserver ça, effectivement, quelques spécialistes avec une notion de disparité en France de la prise en charge en soins, quoi. Concernant les équipes relais handicap rare, c'est peut-être important de rappeler en tout cas qu'il y a un site internet avec le groupement de toutes ces équipes qui est très clair et qui donne les coordonnées, qu'elles soient postales, qu'elles soient téléphoniques ou d'un site internet s'il y en a un. Toutes les régions en sont pourvues aujourd'hui, tout le territoire est quadrillé. Donc il y a forcément pour chacun là une équipe qui est joignable. Donc 3 réponses concrètes pour les familles qui le demandent. Il y a les centres de référence maladies rares avec le site maladies rares, santé.gouv, on le trouve facilement. Deuxième chose, c'est le catalogue des épileptologues et des spécialistes de l'épilepsie. On essaie de mettre aussi des paramédicaux sur le site de la Ligue française contre l'épilepsie. Et troisième chose, c'est les associations, notamment Épilepsie France et d'autres, qui aident les familles dans l'entraide. Est-ce qu'il y a un rôle des mutuelles par rapport à justement cette prise en charge, ou est-ce qu'il pourrait y avoir un rôle des mutuelles dans la prévention pour que, la prévention et la prise en charge d'ailleurs, pour que celle-ci soit améliorée, ou bien alors est-ce que les mutuelles, à votre connaissance, n'interviennent pas du tout sur ce spectre? Alors, il faudrait qu'elles s'y intéressent plus, entre guillemets. C'est sûr que les mutuelles, elles ne reconnaissent pas l'épilepsie comme quelque chose en soi, mais la prise en charge de ce qui peut aider l'épilepsie sont reconnus par certaines mutuelles. Alors, je pense à l'équithérapie, l'art-thérapie. Il y a certaines mutuelles qui remboursent des petites choses et on n'y pense pas toujours. Donc je pense quand même qu'il y a un effort des mutuelles dans ce cadre-là, mais pas fléché épilepsie malheureusement. J'ai une dernière question qui n'est pas en ligne mais qui vient de moi pour le coup et de mon expérience. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement c'est très... d'après l'expérience qu'on a et les témoignages qu'on a, est-ce que finalement ce meilleur encadrement des enfants, des adolescents, des parents, est-ce que le fond du problème, c'est pas qu'il est très personnel dépendant, c'est-à-dire que finalement, que ce soit à la MDPH ou à l'école, ou autre, soit on tombe sur des gens comme vous qui sont extraordinairement dévoués, qui ont envie que les choses avancent, qui ont Mme Burry qui a 1000 idées à la seconde, etc. Mais finalement, quand on a la malchance d'être dans un... Est-ce que le problème, c'est pas que si on a la malchance d'être dans un endroit où il n'y a pas des personnes comme ça, finalement, on reste à pas savoir comment faire. Est-ce que le fond du problème, c'est pas ça? Avec ce qui me permet de vous remercier et de vous féliciter de nouveau pour ce que vous faites. Mais... Oui, on peut répondre un petit peu tous, mais Rosane, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu un peu de chance de tomber sur de l'humain. Il y a de l'humain là-dedans. Hein. Et je crois qu'à nouveau, la solution, c'est de ne pas être seul. C'est-à-dire que si on tombe face à quelqu'un, à mon avis, c'est rare les gens malveillants dans notre société dans ce domaine-là, les gens responsables et malveillants. Non, mais ignorant, ça existe. Mais par contre, les gens en difficulté, qui mettent de suite une barrière et où tout le monde rentre dans le conflit sur un quiproquo, ça existe. Et c'est là où il faut être aidé en travaillant dans l'interdisciplinaire. Oui, comme vous dites, je vous ai entendu, l'ignorance, c'est ça. C'est pas forcément volontaire, mais c'est la formation. Moi, je pense vraiment le maître mot, c'est partager un savoir et former, accompagner. Et voilà, c'est vraiment ce qui permettra à un plus grand nombre de connaître et de comprendre, et même si ça reste... Merci beaucoup à tous, à nos intervenants, à la salle, à tous ceux qui ont posé des questions. Je laisse de nouveau la parole à Marion Richard.
Je vais essayer de conclure rapidement. Donc la première table ronde nous a rappelé combien le diagnostic d'épilepsie bouleverse la vie d'un enfant et de toute sa famille. On a beaucoup parlé des difficultés, parce qu'il y en a, mais aussi des ressources, l'importance de l'éducation thérapeutique, de l'écoute, du partage d'expériences entre familles, la pérédance, tellement importante. La deuxième table ronde a montré combien l'inclusion reste un défi à l'école, dans les loisirs ou les études. Les discriminations existent encore, mais les initiatives des enseignants spécialisés, dont on a eu un très bel exemple aujourd'hui, des associations mobilisées, des soignants attentifs. Et puis l'adolescence, ce moment où tout se complique, où le besoin de grandir et s'émanciper se fait sentir, où les familles ont besoin de relais. Au fond, accompagner l'épilepsie, c'est accompagner des parcours de vie. C'est une responsabilité partagée entre les familles, les soignants, les chercheurs, les institutions, la société tout entière. À la FFRE, nous savons que c'est en unissant nos compétences et nos expériences que nous pouvons faire bouger les lignes, faire avancer la recherche, améliorer la prise en charge et redonner la confiance aux familles. Mais il nous reste un chemin immense à parcourir. Aujourd'hui encore, 30% des personnes épileptiques n'ont pas de traitement efficace. C'est avant tout pour eux que la FFRE agit, en finançant la recherche et en soutenant des projets qui améliorent concrètement la vie des patients. Nous finançons la recherche pour qu'un jour, peut-être, ce type de colloque n'ait plus lieu d'être. Parce que nous aurons trouvé les traitements qui changent tout, ou encore mieux, parce que nous saurons soigner l'épilepsie. Chaque don, chaque geste de solidarité nous rapproche de ce jour. Alors, merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent par leurs dons, leur temps ou leur confiance. Continuons à unir nos forces pour que chaque enfant et chaque adolescent épileptique puisse grandir, apprendre, rêver et vivre pleinement. Avant de clôturer ce colloque, je voudrais vous remercier toutes et tous pour la richesse de vos échanges cet après-midi. Je voudrais qu'on applaudisse celles et ceux qui ont rendu ce colloque possible. En premier lieu, Emmanuel Rouberti, pour l'organisation du colloque, la qualité du programme et de ses intervenants. Merci Emmanuel. Mais aussi Claire Aubry et Marie-Noëlle Mussato, qui est tout au fond, qui ont fait un travail incroyable ces derniers mois. Et enfin, Nine Alono et Elisabeth Rodari pour leur aide aujourd'hui. Je remercie aussi nos interlocuteurs à la mairie, M. Mougeot et M. Pascal, pour leur accueil et leur disponibilité. Et puis, bien sûr, tous les intervenants. Ce sont vos témoignages et vos expertises qui ont fait de ce colloque un moment d'une grande intensité. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.